Partager l'application, l'écran, contenu audio. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, non? Ouais? Ok, super. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Ah, j'arrive pas à choper le truc. Ok, alors je vous mets en mode comme ça je vois votre texte. Et on va passer sur le chapitre 11. Donc jusqu'à maintenant en chimie, on a parlé de solutions aqueuses, on a parlé de solvants, de solutés. Ok, pas de souci. Alors, on vient juste de commencer de toute façon. Et donc, je disais, on parlait de solutions, de solutés, de solvants. On a parlé un petit peu de concentration massique, c'est-à-dire combien de grammes de solvant on a par litre. On a parlé aussi, je vous rappelle, de masse volumique, c'est-à-dire combien pèse un litre de liquide. Par exemple, du sirop. Si vous faites un litre de sirop, bah, ça va peser à peu près, je sais pas, moi, un peu plus d'un kilo. Par contre, vous pouvez aussi calculer donc à peu près 1000 grammes par litre pour la masse volumique. Par contre, on peut aussi calculer la concentration massique. Et dans ce cas-là, ça va être le nombre de grammes de sirop par litre d'eau. Donc c'est pas la même chose. Les deux se mesurent en grammes par litre, mais il y en a un qui mesure en gros la masse du liquide au total dans un litre, et l'autre c'est la masse d'un soluté, par exemple le sucre dans le cas du sirop, par litre. Donc c'est pas la même chose. Donc ça c'était le truc de base. Donc maintenant on va aller un petit peu plus loin. Alors déjà, on va déjà faire la différence entre une espèce chimique et une entité chimique. En fait, une espèce chimique, par exemple, c'est de l'eau. Dans un verre d'eau. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Attendez, ça va sauter. Qu'est-ce qu'il raconte? Désolé, ça a sauté. Vous. Attendez. Hop. Vous me entendez là? Ça a dû sauter normalement. Je sais pas ce qui s'est passé. Il m'a dit que je vais passer de débit alors que c'est n'importe quoi. Ok. Alors, on est reparti pour un tour. C'est bon. Voilà. Alors, je disais donc, si vous mettez de l'eau, par exemple, dans un verre d'eau, vous voyez que c'est de l'eau à l'œil nu. Par contre, vous ne voyez pas les molécules. Donc, à l'œil nu, concrètement, on appelle ça une échelle macroscopique. D'accord? Donc, l'échelle macroscopique, c'est en gros l'échelle à l'œil nu. Donc, à l'œil nu, une espèce chimique, par exemple, bah, c'est de l'eau. Ça, c'est une espèce chimique. Donc, c'est constitué de trucs identiques, des molécules, mais on ne les voit pas. Donc, c'est l'échelle macroscopique. Par contre, quand on va regarder une échelle plus petite, c'est-à-dire une échelle microscopique, et pique, je vais y arriver. Là, on va commencer à voir des choses. On va commencer à voir qu'une entité chimique, en fait, une espèce chimique, en plus l'eau, en fait, c'est une molécule. Et cette molécule, elle est constituée d'atomes. Et dans l'eau que vous buvez tous les jours ou dans n'importe quelle boisson, il y a toujours un tout petit peu d'ion. Et un ion, on va revenir un peu dessus. C'est un peu comme un atome qui a perdu ou gagné des électrons. Donc le but de ce chapitre, c'est très simple. C'est de revoir un petit peu ce que vous avez vu au collège sur la matière, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un atome, etc. Puis on va aller un chouïa plus loin, d'accord? Mais pas énormément, beaucoup plus loin, pour ce chapitre-là. Par contre, le chapitre d'après va être plus costaud. Alors, une entité chimique, déjà. Première chose, la plus petite chose qu'on puisse obtenir dans la nature, c'est un atome. C'est la plus petite entité chimique, neutre, qui identifie un élément chimique. Par exemple, l'oxygène, c'est un atome. Alors quand je dis l'oxygène, attention, pas l'oxygène que vous respirez. L'oxygène que vous respirez, c'est une molécule, c'est du dioxygène, c'est deux atomes d'oxygène. Et on verra un peu plus tard pourquoi l'oxygène tout seul n'existe pas. D'accord. Il y en a d'autres qui partent encore? Alors pourquoi j'ai pas tout le monde? Ouais, alors normalement c'était privé, pardon. Excuse-moi Marine, j'ai pas vu. Oui, d'accord, ok. Bon bah désolé, hein, j'espère qu'on se reverra l'année prochaine quand même. Si on se revoit pas, c'est que je sois pas là. Ça bug beaucoup? Alors, chez qui ça bug, de toute façon, ça sera sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche et sur le pouce bleu. D'accord? Et promis, on fera une vidéo spéciale si j'ai 1 million d'abonnés. Bon, bref, revenons-en à nos moutons. Ouais, bah avant 1 million, ça va, je peux me mouiller, hein. Je peux même vous dire que je vous paye un cadeau parce que pour le coup, on n'y sera pas. Donc, je disais, un atome, why, pourquoi un atome? Pourquoi ce terme d'atome? Alors là, ça vient du grec. En fait,
euh, depuis longtemps, depuis même bien avant Jésus-Christ, en fait, il y avait des philosophes grecs qui disaient, imaginons que je prenne un bout de rocher. Ce bout de rocher, je le coupe en deux. Puis je le recoupe en deux, puis je le recoupe en deux, puis je le recoupe en deux. Ici, il arrive un moment où on va arriver sur un objet qu'on ne pourra plus couper en deux. Ça, si vous voulez, c'est une vue philosophique du truc. C'est un vœu, il s'est dit, bah, philosophiquement, ils se sont dit, bah, en fait, il y a un moment, on peut plus couper. Et donc, en grec, ça se dit, couper, ça se dit tomos, ça s'écrit comme ça, d'accord? Et du coup, qu'on ne peut pas couper, ça se dit atomos. Donc, en grec, en fait, c'est un a privatif, comme vous dites un analphabète, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'alphabet. Analphabète. Donc ici, le a, c'est privatif. Et donc, c'est de là qu'est venu le terme atome, c'est-à-dire ne peut pas être coupé. Donc, en fait, au début, c'était une vision de l'esprit, hein, c'était les Grecs, les philosophes grecs qui ont pensé à ça, mais la découverte de l'atome en soi, elle est bien plus tardive. Il a fallu attendre plus de 2000 ans avant de voir l'atome. Et donc, eux, pour la petite histoire, les philosophes grecs, ils pensaient que l'atome existait, et eux, ils pensaient que l'atome, c'est une sorte de petite boule avec des crochets. Et c'est ça, en fait, qui faisait que les atomes étaient liés entre eux, grâce à des petits crochets. Et c'est de là que vient l'expression avoir des atomes crochus. D'accord? Alors là, j'ai eu plein de questions. Alors, est-ce que c'est des trucs intéressants ou pas? Je sais pas. On va voir ça. Pourquoi j'ai fait Firefox qui s'est ouvert? J'ai mal cliqué. Voilà, alors, ouais, je sais pas si je veux prendre ça comme un compliment, Tonin, mais si tu veux. Ouais, ma chienne cherchait loin, j'ai appelé ça Monsieur Bucher. Joule, c'est comme ça avec un E à la fin d'un alphabet. Effectivement, c'est pas impossible que Joule soit analphabète. Mais je pense aussi qu'il doit être sourd. Bon, il est pas muet, malheureusement. C'est dommage. On est passé à côté de quelque chose. Bon, de toute façon, ça se voit, il est complètement débile, hein. On en revient à nos moutons, à nos atomes plutôt. Donc un atome, c'est un objet qu'on ne peut pas couper. En fait, en gros, la matière, si vous prenez un mur en briques, vous faites couper ce mur en briques, il arrivera un moment où on ne pourra plus le couper. Parce que vous allez arriver au niveau d'une molécule et au niveau des atomes. Donc un atome, c'est toujours neutre. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'électriquement, il y a toujours autant de plus que de moins dans un atome. J'ai bien dit dans un atome. D'accord? Dans une molécule, c'est la même chose. Donc, dans une molécule, en fait, c'est juste un assemblage d'atomes. Et une molécule est toujours neutre aussi. Alors, il existe des molécules ioniques. Dans ce cas-là, ce sera des molécules qui auront des pertes ou des gains d'électrons. D'accord? Donc, je réexplique. L'atome, c'est la brique de base qui est neutre et qui constitue la matière. Ces briques de base, on peut les accrocher entre elles pour faire des molécules. On les accrochera pas n'importe comment. Vous verrez ça plus tard. Chapitre suivant, on va voir un petit peu plus tard comment est-ce qu'on peut attacher les atomes et pourquoi est-ce qu'on peut pas faire n'importe quoi. D'accord? C'est comme les Lego, hein. Bah, malheureusement, si vous avez un Lego qui a une taille de 1 sur 1, bah, vous pouvez pas en accrocher 15 sur le même. C'est pas possible parce qu'il a qu'une taille de 1 sur 1. Il y a des règles. Bah, c'est pareil en chimie. Il y a des règles. Et on verra les règles après. Et donc, ça, c'est toujours neutre. Un atome et une molécule, c'est neutre. Par contre, on peut leur retirer ou leur redonner un électron. Dans ce cas-là, on appellera ça un ion. Et dans la famille des ions, alors il y a juste une faute, là c'est peut-être ionique. Dans la famille des ions, il y en a deux sortes. Il y a les anions qui sont euh, chargés négativement et les cations qui sont chargés positivement. Donc on va expliquer ça très rapidement. Et ça, normalement, vous l'avez déjà vu l'année dernière. Mais bon, vu ce qui s'est passé l'année dernière, on va reprendre. Donc, qu'est-ce qu'un atome? Pour le moment, vous savez qu'un atome est constitué d'un noyau. Au centre du noyau, il y a des plus et des neutres. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, imaginons qu'on ait à l'intérieur 3 plus. Si on a 3 plus autour du noyau, ça veut dire que, vu que c'est un atome, il y aura forcément 3 électrons qui vont tourner autour. D'accord? Donc ici, vous avez 3 plus et 3 moins. Donc du coup, ça nous donne quelque chose de neutre. Donc si c'est neutre, pas de souci, c'est un atome. D'accord? Parce qu'il y a 3 plus, 3 moins. Pas de souci.
Maintenant, imaginons que pour une raison ou une autre, une réaction chimique, je sais pas quoi, on fait passer du courant ou je sais pas quoi, on arrive à retirer un électron. Donc l'atome perd un électron. Si on fait le bilan de tout ça, on a 3 plus et 2 moins, donc il nous reste finalement un plus à la fin. Donc là, on se retrouve avec un ion. Et dans la famille des ions, il y en a deux sortes. Il y a les ions positifs et les ions négatifs. Donc dans ce cas-là, on aura bien un ion positif qui sera un cation. Ça s'appelle un cation. D'accord? Alors c'est là que souvent vous emmêlez un petit peu les pinceaux. Un cation, il a perdu un électron parce qu'ici il perd un moins, il devient positif. D'accord? Vu qu'on perd des moins, on devient positif. L'autre possibilité pour un atome, c'est de gagner un électron. Imaginez qu'il en gagne un quatrième ici. Donc là, on se retrouve avec ce coup-ci 4 moins. Et du coup, on n'est plus un plus, on est un moins. Donc c'est toujours un ion, mais dans ce cas-là, c'est un ion négatif. Et un ion négatif, ça s'appelle un anion. Et un anion, il a gagné un électron. Il y en a un de plus. Ok? Est-ce que ça va, cette explication? Donc normalement, ça, vous l'avez déjà vu un petit peu l'année dernière. Mais ils sont où tous les autres là? Pourquoi vous êtes que 23? Bon, vous êtes 23, puis je vais encore avoir 2 vues sur mes vidéos YouTube. Bon, alors, ici, donc un ion, ça peut être une molécule, hein. Une molécule peut être ionique. Par exemple, SO4 c'est une molécule qui a perdu, enfin, plutôt qui a gagné 2 électrons. Et du coup, ah bon, bah pourtant je le partage bien. Ah ouais, non, mais là ouais, je déprime. Ouais, tu pensais arrêter d'être prof et puis faire des vidéos YouTube, bah voilà, c'est raté. Bon, bref. Donc je disais, une molécule peut être ionique. Par exemple, SO4 Ouais, je sais que ça marche pas. Donc, maintenant on va parler des composés ioniques. Par exemple, imaginons que du sel. Le sel de table, c'est le truc le plus simple qu'on puisse imaginer. Le sel de table, c'est quoi? C'est quand vous êtes dans un. Si vous prenez un verre d'eau salée, vous allez avoir de l'eau dedans. Et dans cette eau salée, vous avez des ions Na+. Imaginons que vous ayez 4 ions Na+. On va en mettre 3 parce que ça me fatigue. Vous avez 3 ions Na+, dans votre solution. Une solution ne peut pas avoir plus d'ions positifs que d'ions négatifs. Il faut toujours qu'il y ait autant de charges plus que de charges moins. Donc ici, dans le cas du sel de table, vous avez 2 ions, pardon, Na+, et Cl-. Si vous avez 3 Na+, vous avez forcément dans la solution 3 Cl- qui se baladent. Parce que dans une solution, vous ne pouvez jamais vous électrocuter. En chimie, il y a une règle qui dit que tout ce qui est solide ou liquide est toujours électriquement neutre. C'est-à-dire que vous pouvez toucher ce que vous voulez, vous ne vous électrocuterez pas. Par contre, dans le cas où vous sentirez une châtaigne ou où vous ferez électrocuter, c'est dans le cas où on fait circuler du courant. Là, on n'est pas sur quelque chose, on est globalement sur un ensemble qui reste neutre, mais on force les électrons à se déplacer dans un fil. Par exemple, une électrocution, c'est dû à ça. Il n'y a qu'un seul cas particulier où la matière n'est pas tout à fait neutre, c'est dans le cas où, par exemple, vous enlevez votre pull. Quand vous avez votre pull, vous allez arracher très localement quelques électrons. Et donc la matière va se retrouver chargée. Donc vous allez sentir ce qu'on appelle l'électrostatique. D'accord? Mais c'est un cas très particulier et surtout c'est un cas très local. C'est-à-dire que c'est pas tout votre pull qui est électrique, c'est juste la bordure du pull, l'extérieur. Pareil sur un ballon de baudruche, si vous le frottez sur votre tête, vous pouvez le coller au plafond parce que en fait vous avez arraché des électrons et du coup il va y avoir une force électrostatique qui va se faire. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience du ballon baudruche accroché au plafond. Ouais, non? Ça vous dit quelque chose? Vous l'avez déjà fait? Ah, quand même, vous faites peur.
Ok, j'ai cru que j'allais faire l'expérience à la maison, donc c'est bon. Alors donc, un ballon électriquement, quand vous le frottez sur vos cheveux, vous allez en fait arracher des électrons, ou lui en donner, ça dépend avec quoi vous frottez, etc. Et donc vous allez créer une charge électrostatique. Donc là, la matière n'est plus neutre, mais c'est très local, c'est pas à l'infini. D'accord? Donc la matière est toujours neutre. Donc la matière, elle est toujours neutre dans son ensemble. Ainsi, chaque échantillon que l'on peut toucher est électriquement neutre. On ne peut pas toucher quelque chose et s'électrocuter. Vraiment, on va prendre une grosse châtaigne. À la rigueur, se prendre une petite étincelle à cause de l'électrostatique, ça peut arriver, mais la matière dans sa globalité reste neutre. Ainsi, des espèces uniques cations et anions s'associent pour former un solide ionique de charge électrique globale neutre. Donc, pour vous faire comprendre ça, je vais reprendre mon petit schéma. Imaginons maintenant que l'eau s'évapore. Donc, j'ai mon verre d'eau avec mes ions Na+, mes ions Cl-. Quand ça va s'évaporer, ces ions Na+, ces ions Cl-, ils vont déjà les Cl- entre eux, ils vont tendance à se repousser. Les Na+, et les Cl-, ils vont tendance à s'attirer. D'accord? Alors, je vais le mettre comme ça. D'accord? Les deux ont tendance à s'attirer, alors que les Cl-, vu que c'est deux charges négatives, ont tendance à se repousser. Donc quand ils vont s'associer pour faire une sorte de molécule, une sorte de solide, ils vont pas se mettre n'importe comment. Ils vont se mettre en fait selon un cube. Alors, la forme du cube, elle va changer en fonction des ions, etc. Et ça, quoi que vous le fassiez l'année prochaine, vous allez en manger de tout ça. En fait, ils vont se mettre selon un cube, comme ça. D'accord? Ils vont pas se mettre n'importe comment. C'est-à-dire que les Cl-, ils vont se mettre, si possible, dans les angles là. Et les Na+, vont prendre les autres angles. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un solide qui est constitué d'ions. D'accord? Alors, je ne fais pas celui qui est derrière parce que c'est le bordel sinon. Et ce solide, si vous regardez, en fait, il est super stable. Pourquoi il est stable? Parce que eux, Cl- et Na+, ils sont l'un à côté de l'autre, ils vont s'attirer. Donc c'est cool. Et les Cl- qui ont tendance à se repousser, ils sont loin parce qu'ils sont dans la diagonale. Et donc là, vous venez de créer ce qu'on appelle un solide ionique. Et ce solide ionique, il est forcément neutre. C'est-à-dire que si vous avez 3 Cl-, vous avez 3 Na+. D'accord? Pour que vous compreniez bien, imaginons qu'on ne prenne pas du Na+, mais qu'on prenne du Cu2+. Alors, je vais mettre du Cu2+, je vais changer de couleur. Imaginons qu'on fasse du Cu2+, et qu'on mette dans la solution, allez, 2 Cu2+. Combien il faudra que je mette de Cl- dans la solution? Combien il y aura de Cl- dans la solution forcément? À votre avis? Allez, vous avez 2 Cu2+. Combien vous avez de plus? 4. Donc il vous faudra forcément 4-. Donc vous êtes sûr que dans votre solution, vous avez 4 Cl- qui vont se balader. Donc dans sa globalité, la solution, elle est neutre électriquement. Il y a autant de plus que de moins. Ça, c'est la règle de base. D'accord? Personne en salle d'attente. Pas de message dans la messagerie. Ok. Alors, on va fermer ça. Attendez. Hop, 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 je repasse là. Bon, est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Donc soit vous êtes endormi, soit ça déconne. Vous êtes toujours là? Il y a quelqu'un? Ne me laissez pas tout seul. Ah. Bon, vu que ça marche pas, je continue le cours. Ceux qui veulent le voir, bah, évidemment, vous allez sur YouTube le regarder. Donc, je disais, un solide ionique, ça peut être constitué de plusieurs ions, etc. Et maintenant, on en revient à notre atome. Donc, vous avez vu au collège qu'un atome, c'est un noyau et autour des électrons qui tournent autour. Par contre, donc c'est un noyau et des électrons.
c'est en majuscule, des électrons. Alors, quand on dit qu'il tourne autour, hein, c'est simplifié et en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. On reviendra dessus un peu plus tard. Donc, la valeur de l'atome, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. C'est-à-dire que vous prenez 1 mm sur votre règle et vous le divisez par 10 millions. Donc, c'est quelque chose de microscopique. D'accord? Alors, par contre, ce qu'on n'a pas dit l'année dernière, c'est qu'un noyau, c'est pas si simple que ça. Un noyau, en fait, c'est constitué de deux particules. C'est constitué de neutrons, enfin deux familles de particules, des neutrons et des protons. Les neutrons et les protons, ils sont constitués, en fait, d'une même famille, ce qu'on appelle la famille des nucléons. Dans la famille des nucléons, il y a les protons, qui sont positifs, et il y a les neutrons, qui sont, roulement de tambour, neutres. Alors, pourquoi est-ce qu'ils existent ces neutrons? On reviendra dessus, surtout ceux qui feront SPE l'année prochaine. On en reparlera un petit peu, surtout sur la radioactivité. En fait, ils sont là pour rendre le noyau stable, parce que les protons ont tendance à se repousser puisqu'ils sont positifs. Donc, le fait de mettre des neutrons au milieu, ça permet d'éloigner un peu les protons. C'est une façon de voir. Donc, le noyau, lui, est constitué de petites boules positives, les protons, avec lesquels sont associés des neutrons. Alors des fois, il y en a autant, des fois, il n'y en a pas autant que les protons. Ça dépend de l'atome. Et autour de ça, il y a nos petits électrons qui se baladent. Alors là, dans mon cas, vu que c'est un atome, si j'ai si j'ai 3 protons, j'ai forcément 3 neutrons, 3 électrons pardon, qui tournent autour. Parce que si j'ai 3 plus, j'ai forcément 3 moins. Donc ces 3 électrons, ils vont tourner autour du noyau, d'accord? Donc ici, on a le noyau. Alors, c'est pas une boule, hein, comme on peut l'imaginer, c'est plus complexe que ça. Donc là, on a le noyau et les électrons tournent autour. Et donc, voilà, ça, c'est le schéma d'un atome. Alors, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le proton, il est à peu près de la même taille que les neutrons. Les deux là, c'est des frères jumeaux. Ils sont très proches. C'est-à-dire que le neutron et le proton ont quasiment la même masse. La même taille à peu près. La seule différence, c'est que le proton il est chargé positif et le neutron, comme son nom l'indique, est neutre. L'électron, lui, il est microscopique. Il est 10 000 fois plus petit, enfin plus léger et plus petit que le neutron et le proton. Donc finalement, c'est comme si, faut imaginer ça comme des sphères monumentalement grandes par rapport à l'électron. Et en plus, l'électron, il est très loin dans l'atome. En fait, si je faisais une maquette à l'échelle, j'aurais un truc du style, le noyau serait là, et l'électron, il serait peut-être là, quoi. Un petit point ici dans le coin, ou un petit point là. Donc, globalement, un atome est fait à 99,99% de vide. Et ce qui fait que la matière est solide, en fait, c'est les interactions électriques entre les électrons, etc. Mais un atome, il est fait en majorité de vide. Et on va dire que cet atome, il a une structure lacunaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de trous. D'accord? Donc la masse d'un atome, comme je vous ai dit, vu que l'électron il est très 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 léger par rapport au proton, la masse d'un atome, elle est extrêmement faible. Pardon, elle est quasiment identique à la masse de son noyau. Parce que vu que les électrons, ils sont très légers, c'est comme si je pèse ma voiture avec un peu de poussière dessus, ensuite j'enlève la poussière et je la repèse. La différence de masse, ça va être ridicule. D'accord? C'est un peu pareil pour l'atome. Que je compte la masse des électrons ou pas, ça va pas changer grand-chose parce que les électrons, ils sont 10 000 fois plus légers que les protons. Donc à la fin, compter que les protons et les neutrons pour peser un atome, ça revient à la même chose que de compter les protons, les neutrons et les électrons, puisque les électrons sont très légers. Donc la masse d'un atome, elle est quasiment identique à la masse de son noyau. En fait, si on s'occupe que du noyau, on a directement la masse de l'atome. Et la taille d'un noyau est environ 100 000 fois plus petite que celle d'un atome. Donc du coup, on en conclut, alors là ça je ne l'avais pas mis au départ, mais on peut le mettre là. La matière, on va le noter, est principalement constituée de vide. De vide. On dit qu'elle est lacunaire.
qu'elle a une structure. Structure lacunaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vide. Lacunaire. Ok? Donc là, je vous ai mis un petit rappel des tailles, etc. Alors, c'est pour information, hein, il n'y a pas de, il n'y a pas besoin de le savoir par cœur. Donc, pour information, voilà, un électron, ça a une charge négative. Par contre, on voit que la masse de l'électron, elle finit en 10 puissance moins 28, et la masse du proton, elle est en 10 puissance moins 24. Ce qui fait qu'il y a une différence de 10 000 entre les deux. C'est énorme. D'accord? Et pour la taille, c'est pareil. En fait, les tailles, c'est très compliqué de parler de taille pour une particule, c'est pas une petite boule. Il faut voir ça comme quelque chose de plus complexe que ça. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que le proton et le neutron sont des frères jumeaux. Ils ont la même masse. Par contre, il y en a un qui est chargé et pas l'autre. Par contre, l'électron, il est vraiment différent. Il est beaucoup, beaucoup plus petit et il est beaucoup, beaucoup plus léger. Donc, du coup, on peut limite ne pas en tenir compte quand on parle de masse de l'atome. C'est là qu'on arrive à l'écriture conventionnelle et à la noyau. Imaginons que je suis en train de faire une expérience scientifique et je vais dire à quelqu'un, bah, prends un atome qui est constitué de deux protons, donc deux protons positifs, trois neutrons, et puis, vu que c'est un atome, il y aura forcément deux électrons qui tourneront autour. Le truc, c'est que c'est compliqué. Imaginons que je dois dire à un autre chimiste, ah, il faut que tu prennes tel atome plus tel atome plus tel atome. Je ne vais pas à chaque fois lui décrire tous les atomes. Donc il a fallu que je trouve un moyen plus simple, enfin, que je trouve, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais qu'on trouve un moyen plus simple pour parler des atomes. Et donc on a noté le truc comme ça. Déjà en bas à gauche, on va noter le nombre de protons. Donc on commence par noter les protons. Donc là les protons, je compte 1, 2, je note 2. C'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Et le symbole pour numéro atomique, c'est Z. En haut à droite, à gauche, pardon, je vais y arriver, on va noter le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de boules dans le noyau. Donc on va compter les protons et les neutrons. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais donc noter 5. Et donc les nucléons, on appelle ça le nombre de masses. Alors pourquoi on appelle ça le nombre de masses? Bon, on l'a dit juste avant. La masse, vu qu'elle est constituée dans le noyau, si vous avez le chiffre là, vous savez en gros la masse de l'atome, puisque vous savez qu'un noyau est constitué que de protons et de neutrons. Et vu qu'on peut oublier les électrons quand on pèse l'atome, ben en fait, juste savoir le nombre de protons et neutrons, ça nous suffit. Et on le note grand A. Alors, tout de suite, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis ici juste le nombre de neutrons? On aurait pu, mais c'est plus simple, on a noté comme ça. Donc au lieu de mettre le nombre de neutrons, on met juste le nombre de tout ce qu'il y a dans le noyau. Et donc pour trouver le nombre de neutrons, bah, il suffit de faire la différence entre là et là. D'accord? Ça veut donc dire que vous avez 3 neutrons. Puisque vous avez 5 nucléons, et parmi ces 5 nucléons, vous avez 2 électrons. Et donc là, on sait que notre atome, c'est un atome qui est constitué de 2 protons et de 5 nucléons. Et donc maintenant, il faut qu'on donne un nom à cet atome. Et bien là, on va chercher dans le tableau périodique. Donc on va sur Internet, on tape tableau périodique. Enfin, vous l'aurez, on reviendra dessus plus tard. Hein, je vous expliquerai tout ça vraiment correctement. Qu'est-ce que c'est un tableau périodique, comment c'est construit, etc. Mais globalement, on prend un tableau périodique et on va chercher ce que c'est Z égale 2. Parce que ce qui définit l'élément, c'est le numéro là, 2. Bon, moi, évidemment, je le connais par cœur, mais on va pas tout le tableau non plus, hein, je suis pas un fou. Mais globalement, je sais que ici, ça va être de l'hélium. Donc tout ce qui commence par 2 sera de l'hélium. Enfin, tout ce qui aura un numéro atomique de 2, ce sera de l'hélium. Tout ce qui aura un numéro atomique de 15, ce sera du phosphore. Tout ce qui aura un numéro atomique de 17, ce sera du chlore. D'accord? Mais ça, encore une fois, on reviendra dessus dans le chapitre d'après. Là, pour l'instant, on va juste parler de la notation. Et donc, je vais noter ici, comme je sais que c'est de l'hélium, 2, je vais noter He. Donc, en notant He2,5, je sais que ce sera de l'hélium. Alors, vu qu'on sait que 2, c'est l'hélium, parfois, ça nous arrive de le noter comme ça. Puisque c'est sous-entendu que l'hélium, il est de 2, on n'a pas obligé de l'écrire. Par contre, le 5, ici, on est obligé de l'écrire. Parce qu'il existe de l'hélium 4, comme il existe de l'hélium 3. D'accord? Je peux préciser 2 à chaque fois, mais on n'est pas obligé. Ok? Et donc, dernière chose, je suis pas produit, ok, je suis tout seul de toute façon. On peut aussi noter, par exemple, oxygène, O16, mais je peux noter 2-. Dans ce cas-là, ça veut dire que ce ne sera plus un atome, ce sera un ion qui aura gagné 2 électrons. Donc là,
On va faire l'exercice inverse. Imaginons que j'ai cette notation-là. Qu'est-ce que je peux en conclure? Déjà, ce numéro ici, je vous rappelle, c'est le numéro Z, c'est le nombre de protons. Donc j'en conclus qu'il y a 8 protons qui sont chargés positivement, je vous rappelle. Celui-là, il me dit, c'est le numéro A, il y a donc 16 nucléons. Les nucléons, c'est les protons. Donc sachant que je sais qu'il y en a déjà 8, j'en conclus qu'il y aura aussi 8 neutrons. Donc là, j'ai un deuxième renseignement. Je sais qu'il y a 8 protons dans mon atome. Je sais qu'il y a aussi 8 neutrons. Et maintenant, je vais chercher le nombre d'électrons. Si il n'y avait pas eu ça, j'aurais eu autant d'électrons que de protons. Ce qui est autant de plus que de moins, c'est un atome. Mais vu que j'ai 2 moins, ça veut dire que j'ai 8 plus, d'accord? Donc normalement 8 électrons. Mais vu qu'on est négatif 2 fois, c'est-à-dire que j'ai gagné encore 2 électrons. Donc les électrons, j'en ai 8 plus 2, 10 électrons. Et on reviendra dessus plus tard. Pourquoi est-ce que l'oxygène, il doit avoir 10 et pas 9 et pas 11? On verra qu'en fait, le seul ion qu'on peut former avec l'oxygène, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'il respecte une règle, ce qu'on appelle la règle de l'octet. On verra ça dans le chapitre suivant. Bon, je suis toujours tout seul. Ça marche bien, dis donc. Encore un coup des Chinois. Alors, bon, pour ceux qui regarderont la vidéo, j'espère toute la classe, d'accord? De toute façon, je vous envoie un mail. Le chapitre, il est très simple. On vient de faire le tour, tout est rempli. Donc, je vous envoie ce chapitre-là en version Word. Tiens, hop, je vous l'envoie en Word, d'accord? Et je vous l'envoie tout de suite par courrier sur mon bureau numérique. Je vous envoie aussi une liste d'exercices à faire. Cette liste d'exercices à faire est à faire pour la rentrée pour le 3 mai, quoi. Pour la semaine du 3 mai. Je ne sais pas encore comment on va être dispatché, mais globalement, voilà. Vous avez une liste d'exercices, plus lire le cours, plus regarder cette vidéo, au moins la partie que vous avez ratée à cause de la déconnexion, à cause des Chinois et des Russes qui nous attaquent. Et donc, voilà. C'est tout ce que vous avez à faire pour cette semaine. Donc, je vous laisse. Ça déconne, donc de toute façon, on va s'arrêter là. Je vous envoie un courrier tout de suite avec le travail à faire. Et on se dit à bientôt et prenez soin de vous. À bientôt.